Soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Le président Théodoro Obiang Bazogo, officiellement réélu à la tête de la Guinée équatoriale. Les résultats du scrutin du 24 avril ont été validés ce lundi par la Cour constitutionnelle. Journée mondiale de la presse ce mardi 3 mai, l'occasion de faire l'état des lieux de la liberté de la presse et de plaider pour l'amélioration des conditions de travail des journalistes sur le continent. Et puis, le rideau est tombé sur la 5e édition du Festival international de musique urbaine de Séléngué au Mali. Cet événement à caractère touristique et culturel a réuni sur scène des dizaines d'artistes. Ce n'était plus qu'une formalité. Les résultats donnant le président Théodoro Obiang Bazogo vainqueur du scrutin du 24 avril 2016 ont été validés ce lundi par la Cour constitutionnelle équato-guinéenne. On fait le point tout de suite dans ce reportage de notre correspondant Serge Kofi. Les résultats de la présidentielle en Guinée équatoriale validés. La Cour constitutionnelle a rendu ce lundi un arrêt par lequel elle valide et proclame les résultats définitifs du scrutin du 24 avril 2016. Selon les termes de l'arrêt, le président Théodoro Obiang Bazogo est le candidat qui a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés. L'ensemble de la Cour constitutionnelle, avec le pouvoir que lui concède la loi fondamentale de la République de Guinée équatoriale, a décidé de proclamer Obiang Bazogo candidat élu lors de l'élection présidentielle du 24 avril de l'année en cours. En conséquence, elle le déclare président de la République avec un mandat de 7 ans. Juste après la décision de la Cour constitutionnelle, deux candidats malheureux, Thomas Monabang et Augustin Massoko Abégué, ont reconnu leur défaite à ce scrutin. Je lui dis de bien gestionner les affaires du pays et d'avoir les avantages sur la population, sur la santé, sur l'éducation, sur l'agriculture, et sans oublier la fonction publique parce que c'est la clé du pays. Ce qu'il doit faire, comme il a un grand parti, et son parti est bien financé, c'est un parti fort, et les membres de son parti sont bien préparés. Ce qu'il doit faire, c'est préparer le peuple. Parce qu'en Guinée équatoriale, le peuple de la Guinée équatoriale ne comprend pas ce qu'on appelle la démocratie. Au sein du PDGE, le Parti démocratique de Guinée équatoriale, c'est avant tout la victoire du peuple équato-guinéen. Bien sûr, le président lui-même aura à remercier le peuple dans quelques heures, mais en tant que son représentant, je peux quand même avancer que notre peuple a pu réassurer son avenir en appuyant le président de la République pour qu'il puisse conduire notre destinée dans le prochain septennat. Le président Théodoro Obiang Bazogo est donc réélu pour 7 ans à la tête de la Guinée équatoriale. Le début de son mandat commencera le jour de son investiture prévue avant la fin du mois de mai 2016. Le chef de l'État camerounais Paul Biya entame une visite officielle de 2 jours au Nigeria ce mardi 3 mai 2016 sur invitation de son homologue, le président Muhammadu Buhari. Plusieurs questions d'intérêt commun sont à l'ordre du jour, notamment celles relatives à la coopération bilatérale et régionale pour lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière. On écoute à ce propos Guibaï Gatama, directeur de publication de l'Œil du Sahel. Le Nigeria n'est pas n'importe quel voisin du Cameroun, c'est le voisin le plus important par sa taille, par sa puissance économique. Et c'est le voisin avec lequel le Cameroun partage aussi la plus longue frontière, 1600 km, qui va de l'océan jusqu'aux confins du lac Tchad. C'est le voisin avec lequel il a des relations économiques très importante. Je crois que le Nigeria exporte vers le Cameroun, si je mentionne au chiffre de 2015, le Nigeria a exporté près de 400 milliards. Le Cameroun a exporté vers le Nigeria pour moins de 40 milliards. Donc sur ce point, il y a un gap, un déficit que le Cameroun va devoir combler. La question sécuritaire, vous savez, la sécurité est au-dessus de tout. Si vous n'avez pas de sécurité, vous ne pouvez pas avoir des échanges économiques conséquents. Si vous prenez la région de Nord aujourd'hui, c'est une région qui, sur le plan économique, est totalement asphyxiée parce qu'elle dépendait de la bonne santé sécuritaire du bon effet, qui est malheureusement, malgré tous les efforts du gouvernement nigérian, qui est encore en proie à une insécurité orchestrée par la secte Boko Haram. Mais je dois dire que pour cette visite, les questions sécuritaires, notamment avec la question de Boko Haram, va
dominer les échanges entre les deux présidents. Vous n'êtes pas sans savoir que cette secte terroriste sévit dans le nord-est du Nigeria, qui est frontalier avec le Cameroun, notamment dans la zone de la région de l'extrême nord. Donc les deux présidents vont devoir se pencher dessus. Dans l'actualité également, célébration ce mardi 3 mai 2016 de la Journée mondiale de la liberté de la presse. L'occasion de faire un état des lieux en la matière sur le continent à l'heure où de nombreux journalistes font l'objet de poursuites judiciaires. Les détails avec Corinne Camdel. Célébration de la Journée mondiale de la liberté de presse. Ce mardi 3 mai 2016, la presse mondiale célèbre les principaux fondamentaux de la liberté des médias. Une occasion pour faire le point sur les avancées réalisées dans ce domaine à travers le monde. Sur le continent africain, les pays anglophones seraient les exemples à suivre en termes de liberté d'expression de la presse. C'est très contrasté, ça dépend véritablement des pays. Je veux dire que lorsque vous prenez la sphère anglophone, vous allez constater que dans des pays comme le Kenya, le Nigeria, même l'Ouganda, il y a une situation qui est véritablement intéressante, elle est admirable. C'est lié à quoi? C'est lié au fait que dans la sphère anglophone, il y a eu l'immersion, il y a eu l'émergence d'un ensemble d'entreprises très très solides, qui tiennent la dragée haute, quelle que soit la nature du pouvoir politique. En effet, dans les pays d'Afrique anglophone, le rapport entre la presse et le pouvoir est régi par un certain équilibre, grâce auquel la presse jouit d'une véritable autonomie, chose qui n'est pas toujours le cas en Afrique francophone. Et pour ramener cela à l'Afrique francophone et au Cameroun, le pays que je connais le mieux, la question de la liberté de presse est une question d'abord structurelle et est une question désormais structurelle. Ce n'est plus autant une question politique que ça, parce que les politiques ont été bousculées. C'est une question structurelle. Il est important que structurellement, les entreprises de presse constituent des ensembles plus forts, plus solides, pour pouvoir résister véritablement au pouvoir politique. Selon l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, la situation se serait encore dégradée dans toutes les régions du monde en 2015. Le dernier classement annuel réalisé par Reporters sans frontières, qui analyse la situation dans 180 pays, stipule qu'en Afrique du Nord, les journalistes sont les plus soumis à des contraintes dans l'exercice de leur profession. En dernière position figure l'Érythrée. La 5e édition du Festival international de musique urbaine de Sélingué a refermé ses portes au Mali. Pendant 3 jours, artistes, acteurs du monde de la culture et mélomanes se sont rencontrés pour parler de culture et de paix. Mokhtar Bari. Au Mali, les rideaux sont retombés sur la 5e édition du Festival international de musique urbaine de Sélingué ce samedi 30 avril 2016. C'est à Sélingué, ville située à 150 km de Bamako, que se tient chaque année l'événement musical. Des artistes venus de France, de Côte d'Ivoire, du Sénégal et du Mali ont tenu en haleine les festivaliers venus essentiellement de Bamako, la capitale. Le thème de cette édition était art urbain et culture de la paix. Nous essayons d'apporter notre pierre à l'édification, en tout cas de cette grande œuvre, aujourd'hui importante pour toutes les populations et surtout pour les plus hautes autorités de ces pays-là. Les villages artisanaux au bord des rives du barrage de Sélingué est les lieux de rencontre des festivaliers, mais aussi les lieux où commerçants, artisans exposent leurs produits. Les concerts ont pour la plupart eu lieu la nuit en plein centre-ville. Les gens ont beaucoup aimé, on a eu plusieurs réactions. Les autorités qui sont arrivées, le chef de cabinet du ministère de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme est arrivé avec une forte délégation. Le secrétaire général du ministère de la Réconciliation nationale est arrivé avec une forte délégation. Et donc leurs impressions sont très bonnes. En tout cas, d'après ce qu'ils nous ont dit, ils sont très contents. Et les exposants qui sont là avec des grandes marques, donc aussi nous disent que vraiment ils sont satisfaits de l'organisation. Il y a eu beaucoup de ventes, donc pour nous le festival, cette 5e édition est une réussite. Mbaye Dieye Faye du Sénégal, Tour de Garde de Côte d'Ivoire, Senkin de la France, Sidiki Diabaté, Milmo, Talbi, Nampé Sadio, Safi Diabaté du Mali et bien d'autres ont tenu en haleine des festivaliers venus des 4 coins du Mali. Cette édition a été rehaussée par la présence du promoteur de musique rap et de mode, le Malien Badiri Diakité dit Dawala.
Du sport à présent au Niger, la 14e journée du championnat national de football s'est jouée ce week-end avec à l'affiche le duel Sahel Sporting Club, association sportive de la garde nationale du Niger. Score final 3-1 en faveur des hommes d'Aruna Doula. Résumé de la rencontre avec notre correspondant Sadou Alizé Mokhtar. La 14e journée du championnat national de football du Niger a tenu ses promesses. Le Sahel Sporting Club en vert blanc face à l'association sportive de la garde nationale. Le Sahel voulait confirmer sa victoire de la phase aller sur son adversaire du jour. La SGNN, elle voulait prendre sa revanche. Tout commence bien lorsque Aziz Ibrahim profite d'une hésitation de la défense sahélienne pour ouvrir le score à la 15e minute. Bien en jambes, le Sahel multiplie les offensives pour égaliser, mais se fait encore surprendre par la SGNN avec un but contre son cas de Kombari Herman. Le Sahel aurait pu revenir dans la partie, mais son meilleur buteur Razak Ali rate un penalty à la 35e minute, 2-0 à la pause. Au retour des vestiaires, le Sahel s'engage et réduit le score à la 65e minute. Sur un autre but contre son cas, la SGNN marque un autre point. Score final 3-1 pour l'équipe des Bérets Rouges du Niger. L'autre match, j'ai opté pour 2 milieux défensifs. Cette fois-ci, j'ai mis 2 meneurs du jeu et que ça apportait déjà à la première mi-temps 2 buts. Et tout le monde a constaté que ça a été une amélioration. Et puis, j'ai eu des retours de certains joueurs qui sont blessés et suspendus. Donc, ça a donné plus de, sur le plan psychologique, un plus. Et tactiquement, maintenant, je crois que les joueurs ont respecté beaucoup de choses qu'on a travaillé là-dessus. Et sur le plan physique, je crois qu'ils sont encore toujours meilleurs. On a vu un bon match d'abord, plein d'engagement. Peut-être moindre chez nous par rapport à nos adversaires du jour qui étaient terriblement engagés. Mais je pense qu'on a fait d'abord une très mauvaise première mi-temps. En deuxième mi-temps, malgré les difficultés, d'abord le retard qu'on a de 2 buts à remonter, je pense qu'on a pu jouer et poser le jeu à des moments devant le but adverse. Et on s'est créé des occasions. On avait au moins les 2 ballons au moins du 3-3. Les autres résultats de la première journée de la phase retour du championnat national ont également eu leur lot de surprises. L'AS Nigelec face à l'AS Police, 0 but partout. Espoir perd 0 but à 3 face à l'AS Fan. L'AS Douane et l'AS Sonidep finissent 2 buts à 1. À l'issue de cette 14e journée, l'AS Fan garde sa première place avec 32 points. AS Police, Tagour FC et Dankasawa sont les 3 clubs qui ferment le bas du tableau. C'était le journal de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.